Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Comme le nom indique, on regarde aujourd'hui les règles du mode solo de The Few and Cursed. Bien, donc nous voilà pour la présentation des règles du mode solo et coopératif, on va dire de manière très générale sur The Few and the Cursed. Je vais essayer qu'on voie beaucoup moins l'arrière de ma tête par rapport à l'explication des règles et à la présentation sur le plateau, comme c'était le cas sur une autre vidéo de présentation de règles et notamment pour On Mars. Pour ce faire, on va avoir deux caméras. Je vais vous présenter en détail sur une autre caméra ce que je veux essayer de vous mettre en avant, d'accord? Et ce sera en dehors du plateau. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Voilà, donc pour vous mettre un petit peu dans le bain, vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne dans The Few and the Cursed, je vais vous lire la première page du livret de règles, ici. The Few and Cursed est un deck building d'aventure qui se déroule sur une terre post-apocalyptique où la majorité des réserves d'eau ont disparu 70 ans plus tôt. Sans eau, l'essor de la civilisation s'est arrêté, laissant aux survivants une technologie héritée de la conquête de l'Ouest. Les joueurs vont prendre le rôle de chasseurs de malédictions à la poursuite de la renommée, cherchant des artefacts surnaturels, remplissant des petits boulots ou chassant des hors-la-loi pour leur prime. Les joueurs traversent le désert qui est devenu l'océan Pacifique en improvisant, c'est un terme technique, et en acquérant des nouvelles cartes pour leur deck dans leur quête de célébrité. Le mode solo de The Few and Cursed est divisé en trois parties. Le premier consiste un peu en un tower defense, il faut tuer 3 monstres et éviter qu'il y ait un monstre qui atteigne San Andreas. La partie est gagnée si 3 monstres ont été vaincus. La partie est perdue si notre vie descend à 0 ou si San Andreas a été envahi par un monstre. Le deuxième, c'est une course d'objectifs. Il va falloir aller chercher un artefact dans chaque coin du plateau. Le troisième est plutôt un accomplissement de quête. On va avoir des jobs à remplir et à réussir avant que San Andreas soit envahi par un monstre. Autant vous dire que ce mode-là ne m'intéresse pas du tout. Et enfin, il y a le mode coopératif qui est lui aussi très intéressant. C'est un peu le même système que le premier mode du mode solo, où on va avoir par contre une quantité de crans à chaque début de partie. Si notre cran descend à 0, la partie est perdue. Et c'est un peu le même système. On doit tuer 3 monstres pour remporter la partie. Voilà, c'est le but des modes solo et coopératif du jeu. Alors, pour la mise en place de The Few and Cursed, il faut commencer par choisir son personnage. Pour ma part, ce sera Redhead pour toutes les présentations du mode solo et du mode coopératif que je vous présenterai à l'avenir. Comment ça se présente? Déjà, dans un premier temps, on a un plateau personnel avec son nom attitré. C'est très important de choisir le bon plateau personnel par rapport au personnage puisqu'il le met en situation de départ et une figurine sur le plateau principal. Je vais m'attarder sur le plateau personnel du joueur. Déjà, dans le petit encadré ici, on y met la carte qui représente Redhead. Cette carte est composée en 3 parties. On retrouve ici son nom. Ici, lorsqu'elle dépense 2 balles, elle infligera 4 dégâts. Et sa capacité passive en dessous qui lui permet d'aller chercher une prime donc du deck qui s'appelle Rechercher, qui lui permet d'attaquer les lieux qui lui sont adjacents. Mais j'y reviendrai plus tard. Et chaque carte personnage a un verso qui lui est propre lui aussi. Lorsque le seuil de malédiction est atteint, on retourne la carte personnage et elle passe en mode maudit. Où là, lorsqu'elle dépense 2 balles, elle inflige 5, c'est juste le double. Par contre, il faudra en payer une pénalité qui sera de dépenser une ressource de déplacement ou perdre un point de vie.
Ça, c'est la présentation de la carte personnage pour Redhead, à savoir que ça sera toujours différent pour les autres personnages. On retrouve ici, à droite, des valeurs et des symboles. La partie haute, c'est l'eau. On voit qu'elle commence avec 0 eau au début. Donc, elle commence sans jeton eau. Je fais une petite réserve ici. En dessous, on voit qu'elle a 4 points de vie. Donc, on y met un cube rouge. Qu'elle commence avec 2 balles. Du coup, on met un cube rouge à 2. Et qu'elle a sa malédiction qui commence à 0. Évidemment, il y a un seuil de malédiction, comme je vous ai dit, qui sera représenté par un cube violet qui va venir s'insérer dans cette ligne-là et au niveau du carré noir, bordé de rouge. Pour les balles, le chargeur commence avec un maximum de 3 balles. Donc je mets le cube ici. Alors, ça paraît bizarre, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les cubes rouges des balles et de la malédiction ne peuvent pas dépasser le cube noir et le cube violet. Ça veut dire que la quantité de balles maximum que Redhead peut avoir dans son chargeur sera de 3 et le seuil de malédiction sera de 3 lui aussi. D'accord? Donc lorsque le cube rouge arrive ici, on retournera la carte. Allez, hop, on remet en place. Sur la partie gauche, ici, on va avoir le deck personnel de Redhead, représenté par ces cartes-là, qui sont des cartes à la couleur de Redhead, donc rouge, et de toute manière, à chaque fois, vous aurez le nom. Donc chaque personnage a son deck qui lui est propre, qu'on va pouvoir venir améliorer, puisque The Few and Curse est un deck building. En dessous, ici, on retrouve les jobs qu'on doit réaliser, donc ils vont venir en colonne, s'additionner. Les jobs non réalisés feront perdre des points de cran en fin de partie. De toute manière, en mode solo, on s'en fiche, ça n'apporte aucun malus s'ils ne sont pas réalisés puisque le cran, on s'en balance. Ici, ce seront les jobs réalisés qui nous auront donc apporté des bonus. Ici, c'est des équipements. Donc, c'est ce que l'on va aller chercher au store qui est ici. Donc ça veut dire équipé à une main, équipé à une main, équipé aux 2 mains. Ça sera en fonction du matériel que l'on aura acheté. Donc si je prends la Winchester, on peut voir qu'elle a un symbole avec 2 mains juste ici. Donc on viendrait le mettre là au milieu. Et on comprend que si on utilise la Winchester, qui va nous apporter 2 points de dégâts à chaque fois contre 6 O, eh ben, ce sera le seul item qu'on pourra utiliser à chaque tour. Évidemment, il y a des items qui ne coûtent qu'une seule et unique main. Par exemple, voilà, si je prends le couteau, il n'y a qu'une main. Pareil, je le mets dans mon inventaire et chaque fois que je vais l'utiliser, à chaque tour, j'aurai une main encore de libre que je pourrai en fait encore profiter pour d'autres capacités. Ensuite, de ce côté-là, on retrouve des sacs à dos. Ce sont des équipements supplémentaires qui vont être par exemple un chapeau qui pour 4 O nous rapportera un dégât à chaque tour et il prend la place, on va dire, d'un item dans notre sac. Voilà, et on peut en avoir jusqu'à 2. On peut évidemment se débarrasser d'un item pour le remplacer par un autre. Et sur le côté, on joue notre carte et une fois qu'on a fini de jouer notre carte, elle ira dans la défausse qui est juste à droite du plateau personnel. Cette partie-là du plateau reprend les primes morts ou vifs, composées de 2 parties, les monstres et des cartes plus communes, cartes primes. Voilà. Les monstres sont représentés par leurs figurines. C'est contre elles qu'il va falloir se battre et éviter qu'elles rentrent dans San Andreas. Est-ce qu'elles arrivent au début de la partie? Pas du tout. Il faut considérer que le deck qui va y avoir, les 4 decks qu'il va y avoir ici représentent un compte à rebours avant leur apparition et donc avant la fin de la partie aussi. Je m'explique. On va prendre les cartes monstres que l'on a là, on va les mélanger, on va les mettre face retournée. Les cartes monstres communs, on va les mélanger elles aussi. Elles sont au nombre de 10, du coup vous aurez forcément une colonne où il y aura plus de monstres que les 2 autres. De ce fait,
Une fois qu'on a fait ça, on les retourne. Et ces monstres communs, ou ces primes, qui vont être, on va dire, mis face visible, vont être disponibles. On va pouvoir aller les chasser, les chercher. Attention, elles coûtent très cher. Comment ça fonctionne? Nous avons, comme pour les monstres, exactement pareil, son nombre de points de vie, ou le nombre de dégâts qu'il va falloir dépenser pour le tuer. Sa localisation, donc cette prime se trouve à Mana Olana. Il va falloir se retrouver donc ici sur le plateau pour pouvoir l'affronter. Nous avons leur récompense. Et une fois qu'on l'a battu, on le met à côté et c'est parti, on dévoile la carte d'après. Je vous ai parlé de compte à rebours car à chaque tour, si on n'en a pas tué une, on va quand même en enlever une au choix. Et qu'est-ce qui se passe lorsque l'on arrive à la dernière carte? On déploie un monstre. Le monstre, ici par exemple notre démon blanc, qui a 16 points de vie, va apparaître à l'expédition. Voilà, et il partira donc de l'expédition pour arriver vers San Andreas. Il faudra le tuer avant qu'il arrive. On arrive ensuite ici au deck rencontre. Deux decks rencontres car il y a deux types de rencontres possibles. Donc lorsque l'on va déplacer notre figurine sur le plateau, on va devoir savoir dans quel type de lieu on se trouve. Est-ce qu'on est dans San Andreas, dans un lieu commun, donc désert, canyon, ruine, ou est-ce qu'on est dans une ville maudite? Quand on est dans San Andreas, pas de rencontre. Par contre, on va pouvoir faire des achats et on va pouvoir récupérer des jobs. Lorsqu'on est dans un lieu commun, on va tirer ce type de carte rencontre là qui représente à ceci. Donc en fonction de là où on se situe, on lit ce qui se passe sur la carte et on résout, si on peut résoudre, la rencontre qui se passe. Généralement, il se passe des choses positives contre un certain coup, sinon c'est que du négatif. Et ensuite, quand on arrive dans des villes maudites, donc généralement, ça va être les 4 villes des angles plus les coins sur la map qui vont avoir une petite, les villes sur la map qui vont avoir une petite couleur et une dénomination. Elles, on va faire des cartes rencontres maudites qui vont ressembler à ceci. Voilà. Et il va falloir choisir une des 3 possibilités. Obligatoirement. On ne peut pas faire autrement. 2 positives, une négative. Donc, il faudra réussir à bien anticiper, tout en sachant que ça reste un peu du hasard, même totalement du hasard. Donc, quand on part en expédition, il faut avoir un minimum de ressources sur soi. Voilà. Une fois qu'on l'a résolu, on la met dans la défausse. Dans la présentation, je vous ai parlé d'artefacts. Où se situent-ils? Comment on les met en place? À quoi ils ressemblent? Les artefacts sont représentés par ces jetons-là, ayant chacun leur propre couleur et au nombre de 3. On les met chacun dans un angle du plateau. Au hasard, on va en retirer un, ce qui va en laisser uniquement 2. Ça fait un total de 8 artefacts. Dans le mode solo, où il faut récupérer un artefact à chaque angle, il y a une condition de victoire supplémentaire que je ne vous ai pas précisée. Il faut finir sur la même case que le monstre Corbeau Alpha. Les artefacts, lorsqu'on les prend, vont nous faire bénéficier de capacités supplémentaires et vont nous apporter des ressources. Comment on sait? Ils ont eux aussi leurs propres cartes qui vont venir intégrer notre deck. Le deck des artefacts se met sur le côté du plateau. Tout à l'heure, je vous ai parlé quand on était à San Andreas, on pouvait faire des achats. Donc les achats se font au store, c'est ici. On va pouvoir dépenser autant d'eau que l'on veut pour acheter au store. Si on veut en acheter 3, on peut en acheter 3. Si à notre tour, on veut dégager les 3 cartes et puis les mettre dans la défausse, on peut aussi. On fait ce que l'on veut au niveau des achats. Tant qu'on a les ressources pour acheter, eh ben, on peut dépenser. Je vous ai aussi parlé de job. Donc quand on débute la partie, on tire 4 cartes. Donc au début de la partie, on commence avec 4 cartes job sur lesquelles on va devoir faire une sélection. On va devoir en prendre 2 sur les cartes.
sur les 4. Donc imaginons, je prends ces deux-là. En haut, c'est ce que va nous rapporter le job. Ici, c'est la condition. Il va falloir faire un camp dans le désert ou avoir 5 points de vie. Une fois qu'on a réussi une des deux, à n'importe quel moment de son tour, on peut dire j'ai réussi mon job et profiter des ressources qu'il nous apporte. Les jobs, on les met dans les colonnes attitrées job. À San Andreas, on peut aussi aller chercher des jobs. Les jobs sont là-haut, on en retourne 2 et on dit ben moi je vais prendre une carte job. Et puis voilà. Je reviens cependant sur le store. Je vous ai présenté uniquement les cartes, mais je ne vous ai pas parlé de ce qu'il y avait ici. Il y a des possibilités aussi pour améliorer son matériel, avec notamment la possibilité d'acheter une balle, la possibilité d'augmenter son maximum de balles, d'augmenter son seuil de malédiction, et enfin d'augmenter sa santé. Évidemment, tant qu'on a les sous, on fait ce que l'on veut. On a fait vaguement le tour du matériel. Il nous manque cependant une partie très importante d'un deck building, c'est les cartes. Où sont-elles? Elles sont là. Un énorme paquet de cartes. Ça va être relativement long pour pouvoir passer à travers chacune d'elles. Et ces cartes-là vont venir compléter son deck de départ. Voilà, donc je vous propose de regarder comment est fait une carte. Comme vous pouvez le voir déjà, il y a son nom dans la partie basse. Ensuite, il y a des petits symboles, une signalétique que je vais vous expliquer. Donc, les croix vertes, c'est le nombre de déplacements que nous donne la carte. Le symbole jaune, vous l'avez déjà vu depuis tout à l'heure, il s'agit de la quantité de points de dégâts que nous apporte cette carte. Et la ressource violette, c'est généralement sur les cartes qui sont assez fortes, ça va nous faire progresser sur la malédiction. Autant vous dire que suivant le personnage que l'on joue, s'il y a trop de malédiction, on passe du côté maudit et parfois c'est pas top parce que les pénalités sont assez chères quand même. Qu'est-ce que c'est que tous ces symboles? En fait, ce sont des ressources. Aïe, alors du coup, comment ça marche? À son tour, le joueur commence avec une main de cartes, de 4 cartes. On a 4 cartes en main. Quand on commence la partie de Redhead, forcément, on n'a que des cartes de Redhead. Pour jouer une carte, il suffit simplement de la poser et dire, voilà, je joue ça. Et là, on va gagner 2 ressources d'eau. Ça, c'est déjà très fort. Ensuite, on va dire, je vais avoir, dans l'ordre que l'on veut, je vais faire un déplacement, je vais avoir une ressource de dégâts, et je vais avoir cette carte qui me donne une capacité spéciale que tous les héros ont, qui est une carte maudite, qui fait progresser en fait son seuil, enfin sa malédiction. Cependant, elle permet de rejouer une carte. Et on pourrait très bien dire, je vais en profiter pour avoir 2 déplacements à mon tour. Je suis à San Andreas, en gros j'ai 2 déplacements, j'ai gagné 2 eaux et j'ai 1 point de combat. Alors, je viens ici, j'arrive, pour passer de là à là, j'ai un symbole avec une croix verte. Ça veut dire que je dois dépenser 1 déplacement. Je veux aller ici, il faut que je dépense 1 point de combat, 1 point de déplacement. C'est exactement ce que j'ai avec ma main de carte. J'arrive dans un lieu. Quand on arrive dans un lieu qui n'est pas maudit, ici par exemple c'est une ruine, je vais prendre une carte rencontre de base. Ici, je vais lire la partie ruine et je vais en appliquer au maximum les effets. Si je ne peux pas résoudre la rencontre, je ne peux pas résoudre la rencontre. Point barre. Une fois que je suis arrivé dans mon lieu, je vais avoir la possibilité d'aller chercher une autre partie du plateau que je ne vous ai pas présenté, qui est le plateau ici avec marqué recherché. Ce sont des personnages qui sont avec marqué wanted, si on veut, ce sont ceux que l'on va pouvoir chasser pour récupérer leurs primes. C'est des monstres qui sont relativement faibles et qu'on peut par exemple attaquer plusieurs fois à la suite, si on en a évidemment les moyens. Voilà, donc du coup je vais vous expliquer comment marche un tour de jeu avec les actions qui sont disponibles.
Donc déjà, on commence à San Andreas. Dans notre main, on part avec 4 cartes. À San Andreas, si on ne veut pas faire de déplacement, on peut soit aller chercher un job, soit aller au store, faire ses dépenses, faire ses emplettes et c'est terminé. San Andreas, ça ne va pas plus loin. Ensuite, avec sa main de cartes, on va pouvoir utiliser ces cartes pour bénéficier des ressources qu'elles nous apportent. Avant de les utiliser, on va pouvoir enrichir son deck de cartes en piochant 2 cartes de la grosse pile là-haut. Sur les 2 cartes que l'on a, on va devoir en choisir une. Et c'est comme ça qu'on va venir améliorer son deck. Par exemple, si je prends cette carte-là, je l'ai directement en main, je vais pouvoir la jouer. À mon tour, je vais pouvoir dépenser toutes mes ressources qui me sont apportées par mes cartes. À savoir que chaque deck de cartes de chaque héros dispose d'une carte appelée maudite qui permet de réutiliser une carte que l'on a jouée. Donc de la doubler si on veut contre une malédiction. Augmenter son seuil, enfin augmenter sa malédiction. Si je veux par exemple aller ici, ou là ou ailleurs, je vais devoir dépenser mes ressources. Donc déjà, avec cette carte, je gagne 2 hauts. J'ai un point de combat, j'ai un déplacement, j'ai une carte maudite qui me permet de réutiliser une carte que j'ai déjà jouée, et j'ai ma carte ici, Uppercut. Bon, alors, en gros, imaginons qu'avec maudite, j'augmente ma capacité de déplacement. Je vais pouvoir arriver ici en dépensant un déplacement, arriver ici en dépensant un déplacement et un point de combat. J'arrive dans les ruines. Mais je peux terminer mon tour ici au niveau des déplacements. Lorsque j'ai terminé mon déplacement, je regarde dans quel type de lieu je suis pour faire et tirer la bonne carte de rencontre. Ici, dans les ruines, on tire la carte et on résout les faits si c'est possible de résoudre les faits. Une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir aller chercher une carte Wanted. Par exemple, moi, rappelons qu'avec Redhead, je peux aller chercher des cartes Wanted qui sont adjacentes à elle. J'entends par là dans le lieu adjacent où elle se trouve. Par exemple, les zombies, hop, on commence avec 2, qui sont dans les canyons. On a un canyon qui est ici. Je peux dire, ben moi, je vais chercher les zombies. Il faut que je dépense 3 points de combat. Donc, je vais dire, ben, je vais dépenser mes 2 balles, par exemple. Ou alors, je pourrais dire, je vais dépenser ma carte Uppercut, utiliser ma capacité destruction de la carte, qui peut m'ajouter 1 point de dégâts. C'est comme ça qu'on va pouvoir améliorer et épurer son deck grâce aux petites poubelles. On va pouvoir se défausser des cartes, en détruisant des cartes, en les retirant du jeu, comme dans tout deck building en fait, au final. J'ai 3 points de dégâts. Je dispose du coup de mon zombie, qui va me permettre d'aller chercher une carte. Et en plus, après, derrière, de gagner un cran. Une fois que j'ai tué mon zombie, je la retourne et je la remets à sa place. Et si j'aurais eu ici les capacités de pouvoir retuer le zombie, ici je peux, en dépensant 2 balles, je retue le zombie, j'aurais gagné 3 hauts, 1, 2, 3, un cran en plus, et je le retourne. Et ainsi de suite, tant que j'ai les ressources, je peux le faire. Tant qu'on a les ressources, on fait ce que l'on veut au final dans The Few and Cursed. Il est possible aussi à son tour, lorsqu'on est dans un lieu, de faire un campement, comme on a vu ici au niveau du job. Quand on fait un campement, on prend toutes ces cartes qui sont dans la défausse, qu'on a en main, et qu'on a encore dans son deck à piocher, dans sa pioche. On les prend toutes, on les mélange, et ça, c'était son action, une action de campement. Ça permet de ne pas avoir à retourner à San Andreas. Ah, pourquoi? Et oui, lorsqu'on a toutes ces cartes qui arrivent dans la défausse, on est fatigué, on est exténué. Et lorsque l'on doit remélanger ces cartes pour reformer un deck et donc une nouvelle pioche,
on retourne à San Andreas automatiquement. La mécanique du jeu tourne exclusivement autour de ça. À chaque tour, s'il y a une figurine du monstre qui est présente sur le jeu, à la fin de mon tour, on va avoir le monstre qui va se déplacer jusqu'à San Andreas. Voilà, si le monstre pénètre dans la ville, la partie est perdue. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour au niveau de l'explication du jeu. De toute manière, ça va être revu et approfondi dedans les parties, parce que je vais vous présenter 3 parties de The Few Anchors avec le mode solo Tower Defense, le mode solo à la course des artefacts et le mode coopératif. À chaque fois, on retrouvera Redhead, évidemment. Voilà, c'était ma présentation de The Few Anchors pour les règles de base du jeu. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, il est temps pour moi de vous dire qu'on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!